première à l'hôpital, première sur ses paillasses, rigoureuse, généreuse dans le partage, j'ai nommé professeur Awa Oumar Touré. Merci de l'applaudir. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'histoire, mais pas juste de santé, parler d'histoire. C'est un livre d'histoire qui est là, qui sonne comme une réponse à la question du professeur Abdoul Kane. Elles étaient où, les femmes? Et la question c'est, la réponse c'est, elles étaient là, les pionnières de la santé. Professeur, quelles étaient les émotions qui vous ont traversé lorsque vous écriviez ce livre? Merci beaucoup déjà de nous avoir invités, Nathalie et moi, parce que je parle à nos noms à toutes les deux, hémato et dermato qui s'essaient à l'histoire. Avant d'écrire ce livre, il nous a fallu faire retracer la trajectoire de cette bonne dame qui constituait les pionnières de la santé. C'est comme une enquête policière, une enquête où on devait rentrer dans la vie privée de ces pionnières. Il y a eu une bonne partie qui ne sont plus là. Donc il fallait interroger les parents, il fallait interroger les amis. Et chaque fois qu'on enlevait une couche du vernis, on se rendait compte qu'il y avait des choses en dessous qui étaient beaucoup plus importantes et qui étaient fascinantes. Donc en fait, ce qui nous a traversé, c'est de dire que ces pionnières l'ont été dans plusieurs sens. Elles se sont vraiment battues parce qu'elles étaient les premières pour pouvoir arriver là où elles sont. Et c'est cette trajectoire-là qu'on découvrait au fur et à mesure, comme si on découvrait, on faisait une enquête policière à la découverte du criminel. Voilà. Merci. Donc, vous avez bien dit une hématologue et une dermatologue qui s'essaient à l'histoire. Comment était la transition passée? Parce qu'en tant que médecin, c'est clair qu'on a, chercheuse et médecin, on a l'habitude d'écrire, de lire. Mais comment était la transition entre écrire des papiers d'hématologie et écrire un livre d'histoire? Nous avons été préparés par nos anciens, comme le professeur Abdoul Kane, c'est vrai, qui est très féru de philosophie et d'histoire, hein, par ailleurs. Je pense qu'il en parlera. Mais en dehors de cela, nous avons, en tant que membres du département, du décanat un peu de la faculté de médecine, nous avons participé à l'organisation du centenaire de notre faculté, qui était en 2018. Donc, nous avons été confrontés aux historiens de santé. Il y a le professeur Mondor, qui a préfacé d'ailleurs, qui a beaucoup écrit sur l'histoire de la médecine. Donc, en nous confrontant au professeur Kane, au professeur Morvlau, et à tout ce qui est raconté dans les séminaires, on s'est dit qu'il y avait un vide. D'où la question de professeur Kane, il y avait un vide. Effectivement, même ceux qui étaient invités pour le centenaire, il n'y avait que des hommes. Et ce vide, nous avons voulu le combler en essayant de voir si réellement les femmes ont participé à l'édifice, ont participé à l'histoire de notre médecine. Et le parcours d'édition, c'était avec les éditions NARA. Oui. Comment s'est fait le choix de la maison d'édition? Vous allez voir, on est entouré par le professeur Kane, hein? C'est incroyable. Hein? On a, effectivement, au moment de choisir, on a posé des questions quand même autour de nous, parce qu'il y avait la maison d'édition la plus connue, l'Harmattan, pour ne pas le nommer. Il y avait d'autres maisons d'édition, la presse universitaire, puisqu'on est universitaire, on appartient à l'université. Donc on a vraiment posé des questions autour de nous et nous avons rencontré certaines maisons d'édition. Nous avons rencontré NARA, dont le profil, d'abord, c'est des dames qui dirigent NARA. C'était bien le dehors, donc on s'est dirigé vers NARA et on a posé des questions. Et NARA nous a présenté et nous a vendu le côté non mercantile de l'édition, parce qu'ils sont bien subventionnés, ils ne demandent pas d'argent avant, le non mercantile. Et en fait, le côté intérêt littéraire, c'est-à-dire ne pas vendre les livres trop chers pour que ce soit accessible au maximum de personnes. Je pense que c'est cette partie-là, même si il y a le côté féminin qui nous a aussi beaucoup attirés.
Effectivement, le livre coûte juste 5 000. Ouais. C'était très abordable, à mon avis. Je pense que le livre a été écrit dans le cadre du centenaire de la faculté de médecine. Moi, quand j'ai vu la deuxième partie où on parle, la première partie, je n'en ai pas parlé au début, ça parle du contexte historique un peu, l'école africaine de médecine jusqu'à la transition vers la faculté de médecine. Et dans la deuxième partie, on nous dresse le portrait de 18 femmes. En sachant le nombre de femmes qu'il y a eu comme pionnières, comment est-ce que le choix s'est opéré? Et, oui, c'était pas, nous avons travaillé sur un algorithme et sur les archives autour de nous. Donc il y a des archives au niveau de la faculté, il y a des archives au niveau de l'université. Et en se basant sur ces archives, nous avons un peu classé les femmes par ordre d'obtention des diplômes. Donc c'est sur cette base qu'on a travaillé. Les femmes, on a essayé d'avoir des informations d'abord sur le plus ancien dans la discipline, ou la plus ancienne dans la discipline, la plus ancienne en chirurgie dentaire, la plus ancienne, etc. Des fois c'est difficile d'avoir des informations sur la plus ancienne parce que la descendance n'est pas toujours là. On se base aussi sur des livres écrits sur cette personne. Par exemple, pour Marie-Thérèse Basse, nous avons fait peut-être 2 ans pour avoir la famille. Au début, ils étaient enthousiastes. Et vous savez, sortir, dire qu'on va écrire sur quelqu'un, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la famille se demande toujours, toute famille a des choses qu'elle n'aime pas qu'on révèle au public. Se demande toujours qu'est-ce qu'ils vont raconter, qu'est-ce qu'ils vont divulguer, est-ce qu'ils n'auront pas des secrets. Donc, nous avons rencontré des réticences. Au début, la première personne, c'est toujours « Ah, c'est formidable d'en parler ». Puis voir telle qui la connaissait mieux. Et telle personne, quand on y rentre, ils se concertent entre eux et brutalement, on a des freins. Marie-Thérèse Basse, malheureusement, on a dû se contenter du livre qui a été écrit sur elle et des informations qu'il y avait sur Internet, ainsi de suite. Donc, Arléa Archisan, on a failli ne pas écrire sur Marie-Thérèse Basse. Arléa Archisan, au fur et à mesure, des obstacles, on éliminait certains, on passait à la suivante, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a parlé de certaines et pas d'autres. Et nous nous sommes rendus au compte aussi des limites. Hein. Nous avons occulté pas mal de corps, les pharmaciennes d'officine, les sages-femmes qui m'ont invité hier pour parler des pionnières. Et il y a pas mal elles étaient vraiment les pionnières des sages-femmes. Elles ont commencé avec l'ouverture de l'école africaine de médecine. Et nous avons occulté pas mal de sages-femmes parce qu'elles sont presque toutes parties. Donc il y a encore des enquêtes, des choses à dire. Avant de passer à la dernière question, s'il y avait juste une chose à déconstruire sur l'expérience des femmes professionnelles de santé, quelle est la chose que vous voudriez qu'on déconstruise actuellement au Sénégal? Je pense que sur tous les plans, aussi bien engagement politique, syndical, familial, reconnaissance familiale, les choses se sont faites naturellement. Et les choses se sont faites naturellement parce qu'il y a eu des pionnières qui se sont battues pour déconstruire ce mythe qu'une femme doit rester au foyer, etc. Je pense que tout naturel, vous, moi, le fait d'avoir été à l'école et d'avoir fait des études supérieures n'a pas posé de problème. Donc je pense tout naturellement, les petites luttes se sont enchaînées et ont permis de déconstruire pas mal de mythes et de freins à l'épanouissement des femmes. En parlant de déconstruire et de modèles, si actuellement vous deviez donner un conseil à une jeune femme qui voudrait se lancer dans la médecine, quel conseil vous pourriez lui donner par rapport au réseau de mentorat, au soutien des autres femmes médecins? Pour ce qui concerne la médecine, ce dont nous nous sommes rendus compte maintenant, Fatma Tali et moi, c'est, et je pense qu'on l'a un peu écrit, c'est la peur, et c'est incroyable hein, que la nouvelle génération se réfléchisse comme ça. C'est la peur d'aller au-delà des études en médecine. C'est-à-dire les filles font leur médecine, font leur spécialité et s'arrêtent là.
Quand vous leur proposez par exemple la carrière universitaire comme nous, ils nous disent mais vous êtes, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, nous on va construire un foyer, on va faire, et leur dire tout simplement, et même les parents aussi sont en train de dire c'est un peu trop long, etc. Voilà, et parce qu'il faut attendre de finir ses études pour se marier. Et on leur dit, on leur donne l'exemple de Fatoumata et moi, et qu'on a pu construire aussi bien un foyer et aller au-delà de considérations et pouvoir atteindre, crever le plafond de verre pour constituer la limite de la carrière universitaire. Donc les filles sont devenues plus frileuses pour faire l'internat, faire leur carrière universitaire. Elles pensent que ça constitue un frein à l'épanouissement social, pas forcément. C'est vrai que cette phrase « laissez vos filles se marier », le mariage n'est pas un frein, bien au contraire, je l'ai mis en rouge et vous êtes venu à la question vous-même. Merci, professeur. Nous allons maintenant passer au quiz. Donc, je vais dire une affirmation, vous allez dire si c'est vrai, si c'est faux. D'accord? La douleur des règles fait aussi mal qu'une crise cardiaque. Peut faire aussi mal qu'une crise cardiaque. Ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. Trois personnes. Qui va expliquer? Awa? Tu veux dire un mot par rapport à ça? Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce vrai? Est-ce faux? Merci pour la parole. Bon, je pense que la douleur est subjective en soi, mais dans certaines pathologies comme l'endométriose, les règles peuvent être extrêmement douloureuses et nécessiter même un suivi médical assez pointu. Donc je pense que la douleur des règles peut faire aussi mal qu'une crise cardiaque, même si en soi, on n'a jamais fait de crise cardiaque, mais je pense que ça peut arriver à ce niveau. Merci. Donc, pourquoi j'ai choisi cette question? C'est justement l'intérêt d'avoir des femmes, de les écouter en tant que patients, mais aussi de les avoir en tant que, de l'autre côté, professionnels de santé. Parce qu'elles peuvent savoir qu'une douleur, que ça soit des dysménorrhées, les règles douloureuses ou bien une crise cardiaque, que ça peut être au maximum aussi dans les deux cas. Et donc, c'est une affirmation qui est vraie, qui a été justement découverte dernièrement parce que les femmes ont été plus écoutées. Deuxième question. L'hystérie vient du mot utérus. Est-ce vrai ou faux? Si vous pensez que c'est vrai, levez la main. Professeur? Les chirurgiens. Non. Alors, ceux qui pensent que c'est faux, vous ne pensez ni que c'est ni vrai ni faux. Ok, donc hystérie et utérus ont un lien en commun. Et pourquoi cette question a été choisie? C'est justement parce que l'hystérie est un diagnostic historique qu'on a souvent collé aux femmes et qu'on disait que c'est parce qu'elles ont un utérus, qu'elles étaient instables et c'est pour ça qu'elles faisaient des troubles qu'on a appelé hystérie, n'est-ce pas? Et pour les soigner de ça, on enlève l'utérus. Voilà. Hystérie. La troisième question. Professeur Awa Oumar Touré est la première femme médecin du Sénégal. Ceux qui ont lu le livre, c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Il est trop jeune pour ça. Donc, de la référence du livre, il s'agit de Marie-Thérèse Basse. Professeur Fatima Tali avait aussi cité Madeleine Ly, je pense, même si elle n'est pas diplômée de l'Université de Dakar, qui est diplômée de l'Université de Paris. Et une dernière question. Les Badjinougor sont inspirés par les sages-femmes. Est-ce vrai ou faux?
Ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. J'ai dit les sages-femmes. Elles sont inspirées par qui? Merci. Elle a lu. On voit quelqu'un qui a lu. Donc les Badjenougo sont plutôt inspirés par les infirmières visiteuses. Et il y a toute une histoire dans le livre par rapport à ça. Alors, nous allons passer à la troisième partie maintenant. Nous allons discuter avec le professeur Abdul Khan, qui a écrit la postface du livre. Il y a déjà un micro pour lui. Enseigner autrement, étudier autrement, évaluer autrement. Voici 3 phrases que le professeur Abdul Khan nous a souvent répétées en cours et même en colloque partout. Et il a beaucoup fait dans ce sens à la faculté de médecine. C'est une personne qui est généreuse dans le partage des connaissances aussi, au même titre que le professeur Awa Oumar Touré et professeur Fatima Tali. Nous le reconnaissons surtout pour le verbe facile, toujours un mot pour faire rire et l'humilité. Merci d'accueillir professeur Abdul Khan. Sous vos applaudissements. J'aimerais plutôt qu'on parle, professeur, du côté contexte colonial dans le livre. J'ai beaucoup aimé le premier chapitre de la postface. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, le lire pour les membres du club? Je vais m'exécuter en vous remerciant de l'invitation et surtout de parler de ce livre qui pour moi est un livre particulièrement important. Autiste et machiste, la colonisation aura tué et occulté une des valeurs cardinales de l'Afrique précoloniale. Le rôle primordial joué par l'autre moitié du ciel. Chacun des 5 M qui ont permis d'asseoir l'empire colonial, le militaire, le marchand, le maître, le missionnaire et le médecin, portent l'empreinte du pouvoir masculin, les uns s'occupant par l'école ou la religion d'aliéner les esprits, les autres de remettre de l'ordre par la violence. Nul besoin de Jeanne d'Arc dans le processus d'occupation coloniale, s'écriait le maréchal Lyautey, même s'il faisait davantage référence à la guerre contre les héros de la lutte de libération. Il n'en pensait pas moins, comme Jules Carde, que le nègre en quantité et qualité nécessaires pour exploiter les terres fertiles d'Afrique devait surtout revêtir les attributs du mâle. Un mâle qui va accéder à l'instruction dispensée avec parcimonie, au strict minimum, à des Africains handicapés par une insuffisance intellectuelle, aggravée d'une paresse organique dont l'origine serait à rechercher dans les tréfonds d'une histoire ténébreuse. Merci. Alors, ma question c'est pourquoi est-ce qu'il était important de parler du contexte colonial pour amener le rôle des femmes et leur introduction dans les métiers de la santé? Je pense que Awa et Fatoumata, justement, ont commencé le livre par le contexte. Pourquoi? Parce que justement, la difficulté que moi d'abord j'ai eue au point d'abdiquer, comme je l'ai dit dans mon livre, et qu'ont eu Awa et Fatoumata, mais qui ont été vraiment persévérantes et qui sont allées jusqu'au bout de l'idée avec ce travail de fourmi qu'Awa vous a décrit, et pour nous ramener finalement des notions qu'on ne trouverait nulle part, et liées au fait que la femme a été quasi une oubliée dans le processus colonial. Et il fallait quand même rappeler que dans l'Afrique précoloniale, la femme jouait un rôle majeur. Je crois qu'on n'insiste pas davantage sur ça. Et la colonisation, ou les colonisations, sont venues finalement nous faire oublier ce qu'était la conscience africaine, et notamment le rôle éminemment social et politique, et aussi très important dans le domaine de la médecine, par exemple. Et on l'a complètement oublié. Et ce qui a fait que pendant l'histoire coloniale, mais parallèlement d'ailleurs à l'histoire de la métropole, la femme était au second rang.
La femme était au second rang dans la métropole parce que les femmes n'étaient pas instruites. En France, en Europe, les femmes n'étaient pas instruites. Et ceci se retrouvait évidemment dans nos colonies. Et c'est ça qui nous a suivis. Au point que, lorsqu'on a ouvert l'école africaine de médecine, comme l'ont noté les auteurs en 1918, on a certes ouvert une section sage-femme, mais de 1918 jusqu'à quasi l'approche des indépendances, il n'y avait absolument pas de femmes médecins. Et donc, mais ce contexte-là était dû à ces pesanteurs sociales, et c'est dû à cette chape de la colonisation, et c'est surtout dû, mais justement, à la déconstruction de ce qu'a été cette Afrique-là, qui est d'intégrer les femmes. Et donc, c'est pour cette raison que je pense qu'il était bon de rappeler qu'il y a bien eu une vie avant la colonisation, que la colonisation nous a fait oublier beaucoup de nos valeurs, et je pense qu'il était bon que, dans cette perspective historique, Awa et Fatoumata nous montrent que, oui, on a su se rattraper aujourd'hui, mais en le faisant, nous revenons à des valeurs qui étaient d'abord les nôtres. Justement, professeur, on va faire une gymnastique. Je devais commencer par vous demander comment vous êtes arrivé à écrire la postface du livre. Parce qu'on entend Awa Fatoumata, on sent un lien fort. Il vous appelle notre oncle dans le livre. Ça, c'est le lien de sang. Mais oui, on est très proches par ces liens-là, de longue date. Mais je pense qu'il y a une grande complicité entre Awa Fatoumata d'une part et moi. Simplement parce que nous partageons un espace. Et quand je le dis, je pense que vous-même, je crois, étant de cette faculté-là, vous savez de quoi je parle. Awa et Fatoumata sont pour moi de vraies militantes dans nos institutions. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses que nous avons, nous tous, envie de faire partager. Et trouver des personnes comme ça qui sont engagées à ce niveau-là n'est pas toujours la chose la plus facile. Et donc pour moi, Awa et Fatoumata sont d'abord des complices dans ces idées, dans ce qu'on veut changer, dans ce qu'on veut promouvoir, dans tout ce qu'on pense être utile pour la promotion, notamment de nos institutions académiques. Et pour moi, ces deux dames représentent très fortement cela, et je veux dire, au-delà des liens très affectifs qui nous lient, je pense que c'est d'abord ça qui a tissé ces liens, et qui ont fait de moi l'oncle, certes, mais c'est surtout l'ami, qu'il chambre d'ailleurs beaucoup, qu'elle chambre beaucoup par ailleurs. Donc, je rappelle que aussi bien professeur Abdoul Khan, professeur Fatima Tali que professeur Awa Oumar Touré ont été chefs de département de médecine à la faculté de médecine. Vous avez appelé ce livre un bréviaire de sociologie. Pourquoi? Mais clairement, mais justement, parce que lorsque vous voyez rien que les parcours de ces pionnières, mais ça vous raconte tout du rôle de la femme. Je crois qu'aujourd'hui, la question genre, vous pouvez l'appréhender rien qu'en lisant ce livre. Quel que soit l'angle sous lequel vous voulez aborder la question genre. Si vous voulez parler d'entrepreneurs, vous voyez comment ces femmes ont été des entrepreneurs. Si vous voulez parler des questions politiques, de la question de nos organisations, de la société civile, de nos associations, bien sûr du milieu académique, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez approfondir les choses, mais ces pionniers ont été tous à la fois. Et donc ça veut dire que c'est des femmes médecins ou des femmes professionnelles de santé, mais qui ont eu une sorte d'irradiation extraordinaire dans tous les domaines. Et je crois que le livre le raconte très bien. Mais en le faisant, ils le font aussi en étant dans un environnement, malheureusement, qui est dominé par le masculin, par les contraintes que nous connaissons tous, qui nous ont poursuivis jusque-là, et de voir des femmes d'exception se hisser à ce niveau-là. Et là aussi, je l'ai dit, mais en restant la femme africaine comme on aime les voir, c'est-à-dire de vrais leaders, certes, mais qui ne sont pas dans des ruptures de banc, dans des querelles, on va dire, stériles, avec donc un féminisme que j'appellerais de mauvais avoir. Donc, et c'est pour cette raison que moi j'ai utilisé, parfois ça a été difficile, certes, et c'est pourquoi j'ai l'expression que j'utilise en lisant ça. Oui, c'est un bréviaire de sociologie parce que nous avons vu comment les femmes ont traversé toutes ces années en assumant leur leadership, dans la douleur, j'ai dit, mais aussi dans la douceur. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de formidable qu'il fallait magnifier. Dans la douceur, comme vous venez juste de le dire. Et j'aimerais savoir qui sont ceux qui ont lu le livre dans l'assistance. Levez la main.
D'accord. Professeur, si on veut se procurer le livre, comment on fait? Parce qu'il y avait beaucoup de questions quand j'ai posté l'activité. Beaucoup nous demandaient est-ce qu'on pouvait acheter le livre. La dernière nouvelle édition Nara, c'était disponible au niveau de 4 ventes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et ça devait être disponible au niveau de Claire Afrique aussi. Je pense que c'est les deux. Ils avaient parlé de deux ou autres papeteries, mais c'est surtout au niveau de 4 vents que ça devait être disponible. Merci. À l'entame de ma présentation de tout ce que j'ai dit du professeur Abdul Khan, j'ai oublié de vous montrer les livres qu'il a écrits. Donc il en a écrit, je ne connais pas, je ne peux pas faire le décompte, mais le premier que j'ai lu de lui, c'était La vie sur un fil, qui est un recueil de nouvelles, qui est un best-seller, comme me souffle le professeur Omar. Il y a aussi ce livre qui est moins connu, L'école africaine de médecine me décomptait. Et justement, c'est dans ce livre, il y a un chapitre où, dès le début, on dit « Où étiez-vous » en parlant des femmes, ce dont je parlais tout à l'heure. Et il y a aussi Les eaux noires, qui parlent plus d'une pandémie qui sévit dans une métropole africaine, on va dire. Voilà. Maintenant, on va vous donner la parole au public. Si vous avez des questions, des contributions, une note de lecture, la parole est à vous. Le plaisir de recevoir vraiment ces éminents chercheurs, ces grands universitaires. Moi, j'ai beaucoup aimé, même la postface du professeur Khan. Je ne sais pas si c'était de la littérature médicale, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça montre bien sûr toute l'ouverture, ça montre les recherches et tout. Ça a été vraiment fécond. Maintenant, concernant le titre même du livre, elles étaient là, les pionnières de la santé, point d'exclamation. C'est comme si nous étions en train, nous sommes à Califourchon bien sûr de deux sentiments. Elles étaient là, c'est comme si, bon, il y a un sentiment de tristesse, parce que moi j'ai envie même de dire, en lisant ce livre, qu'elles sont toujours là. Vu bien sûr l'immensité même de leurs œuvres, vu en tout cas ce qu'elles ont fait. Moi je pense qu'elles sont toujours là, même si on a regretté bien sûr le décès de certaines. Une femme comme Mme Fatoudja, décédée à l'âge de 37 ans, vraiment une grosse perte. Mais à un certain moment aussi, j'ai pensé à un cri du sergent Kaïta dans les contes d'Ambro Kumba, quand il disait que ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la cage, ils sont dans la foule, les morts ne sont pas morts. Alors j'ai envie de dire que oui, les Marie-Thérèse Baz, oui, elles ne sont pas mortes, elles sont vivantes. En tout cas, ce qu'elles ont fait. Maintenant, je voudrais aussi que le professeur Awa Oumar Touré revienne sur peut-être ce que Djaïnaba même pensait comme contradiction. Parce qu'au niveau de l'introduction, quand elle nous dit que, c'est-à-dire, elles incitent, c'est-à-dire les deux, elles incitent les filles à étudier, mais aussi les incitent au mariage. Et là, j'ai vu, même à la page 35 du livre, beaucoup d'entre elles n'ont pas pu en tout cas continuer leurs études, ou bien n'ont pas fait carrière dans les milieux hospitalo-universitaires, à cause en tout cas même de la maternité, du mariage, etc. Donc je voudrais bien sûr que vous reveniez sur ça. Je ne sais pas si en tout cas ça a été clair, mais peut-être permettez-nous un peu de revenir sur ça. Pour l'autre question, je voudrais m'adresser au professeur Khan, dont j'ai beaucoup aimé bien sûr sa postface. J'ai vu que dans certaines spécialisations, bien dans certains domaines, les femmes étaient moins représentatives. J'ai vu en neurochirurgie en 2018, il y a Dr Mam Salimata Diène, Maguersa Hokay, la première agrégée. Il y a eu aussi en pédiatrie, en chirurgie, je pense, Ndaï Abi Ndoy, première agrégée en 2020. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les femmes, peut-être donc tardent à remporter un peu le Graal, peut-être donc dans certains domaines? Vous qui êtes peut-être, voilà, qui êtes universitaire et qui les côtoie,
Que pouvez-vous nous dire par rapport bien sûr à cela? Merci beaucoup. Merci, vous l'avez apporté au livre. Je voudrais faire un peu de commentaire sur effectivement, malgré le fait qu'elle ne soit plus là, on a des éléments pour parler d'elle, parce que l'individu meurt, mais ses œuvres persistent. Par exemple, pour Mame Fatou Dia, qui est décédée à 37 ans, moi je ne l'ai donc jamais connue, mais je vous affirmer que je n'ai jamais entendu autant parler d'une personne dans notre faculté, même avant que je ne vienne au sein de la faculté. C'est pour vous dire qu'elle a marqué sa discipline, qui était la physiologie. Elle a marqué sa discipline en laissant des élèves qui ont été marqués par ses enseignements. L'enquête sur Mame Fatou a été plus facile auprès de ses élèves qu'auprès de sa famille. Et ils avaient tous envie de parler de Mame Fatou. Tellement elle les a marqués par son niveau de connaissance, par son abord facile et par sa pédagogie. Donc Mame Fatou ne mourra jamais, moi je ne l'ai jamais connue et j'ai entendu parler, j'étais heureuse de pouvoir écrire sur Mame Fatou Dia Touré. C'est pour vous dire ce qui est important, c'est ses œuvres et il faut plus laisser dans ses œuvres et ses actions dans la pérennité que se focaliser sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ou demain ou le mercantilisme. L'autre élément, effectivement, chacune son expérience. Il y a deux femmes aussi dans l'histoire qui ont choisi de ne pas faire, qui avaient une route bien tracée, mais qui ont choisi de ne pas faire la carrière universitaire. Je voudrais donner l'exemple de Marie, la première pharmacienne, Ndeye Seynabou, Marie Seynabou Gueye. Marie Seynabou Gueye me rappelle un peu le professeur Kane, mais le professeur Kane est resté dans le système. C'est-à-dire, comme il dit, enseigner autrement, apprendre autrement, enseigner autrement. Marie Seynabou Gueye ne concevait pas la rigidité à l'intérieur du système universitaire. Elle a très vite compris l'intérêt des plantes. Elle a très vite voulu mettre cela, parce qu'elle est née africaine, elle est née en Guinée, elle a fait un peu la France, elle a vu la différence, elle est revenue au Sénégal, en ayant quand même la possibilité de rester en France, elle est revenue au Sénégal, et elle a compris la tradition, et vous, en tant que pharmacien, utilisez les plantes et les enseignez aux étudiants. En ce moment, elle avait des patrons français, et ils ont refusé de l'introduire dans l'enseignement. Elle a quitté l'enseignement. Elle était enseignante, elle était titulaire. Donc certains l'ont quitté par commodité. Mame Sira Ba, elle a quitté aussi par timidité, entre guillemets, parce qu'elle avait un environnement familial assez lourd et elle a choisi d'aller vers l'officine. L'une, c'est une contrainte morale, l'autre, c'est une contrainte familiale qui font qu'elles ont quitté. Donc, vous voyez, c'est plusieurs expériences, et chacune a son expérience, et sur cette base, on ne peut pas dire aux filles, elles se sont toutes mariées très jeunes, mais c'est par commodité qu'elles ont quitté, pas forcément par lourdeur. Donc, on ne peut pas dire qu'une fille ne fait pas la carrière universitaire parce que tu risques de rester vieille fille, etc. Quand Matsali s'est mariée, elle était en terminale, et vous avez vu là où elle est maintenant. Donc, moi, j'ai choisi d'attendre la fin comme beaucoup, mais c'est presque pareil. On peut vraiment que donner comme conseil que ça n'empêchera pas de s'épanouir, de faire la carrière universitaire. Si la pyramide est en train de s'inverser, ou bien l'équilibre est en train d'être atteint en terminale, en première année, deuxième année, troisième année, entre hommes et femmes, mais malheureusement, au niveau des enseignants, ils sont encore dominants, ce qui fait que les postes, c'est difficile de voir des femmes au niveau des postes parce qu'ils ont les coudées assez durs pour nous bousculer. Mais je pense que, enfin, je continue simplement la réflexion de Awa pour vous répondre. Hein. Je pense que, on l'a dit, hein, on sait aujourd'hui, je pense que c'est une donnée universelle, hein, dans les mêmes conditions, toutes choses égales par ailleurs, les femmes réussissent mieux, les filles réussissent
souvent mieux. Et là, en médecine, nous, on le ressent. On le ressent clairement. C'est-à-dire que quand je reprends, moi, entre ceux qui ont eu les meilleurs résultats et quand on va vers la fin du cycle des études médicales, ben, clairement, vous voyez, si vous avez une proportion de tant de garçons et tant de filles, vous aurez plus de taux de réussite et de filles brillantes que de garçons. Maintenant, là où après les choses se jouent, ben, c'est les mêmes questionnements. Pourquoi on a plus de députés, plus de présidents de la République, plus de tout masculin que féminin? Et là, l'environnement social vient jouer un rôle important. Je voudrais rappeler que pour arriver au niveau où Awa et Fatimata sont arrivés, du point de vue académique, c'est du bac plus 20 et quelques. Et je ne suis pas en train de faire une boutade. Hein. Quand je dis bac plus 20, c'est 12 ans, 8 ans pour être médecin, 4 ans pour être spécialiste. On est bien à 12. Dans le meilleur des cas, il faut 5 ans pour aller faire 6 ans faire le concours d'agrégation. Donc si vous suivez, on est à 18. Et on ne peut pas être titulaire si on n'a pas fait 3 ou 4 ans de vol. Donc je parle du plus court chemin. Et je ne suis pas en train de dire qu'on les a nommés par décret ou par quoi que ce soit. Je veux dire que pour chaque étape, c'est des concours, des examens et des évaluations qui n'en finissent pas pour arriver à ce stade. Et vous imaginez bien que si la société ne prête pas attention à ça, à dire qu'être fille ou être femme, être mère, doit quand même vous donner certains privilèges pour pouvoir être dans un environnement qui vous permet de vous épanouir dans ça, clairement, vous allez avoir des dames d'exception comme Awa, Fatoumata, Marie-Louise Basse, Eva Marie Cole, etc., qui ont fait 1000 choses à la fois, hein, international de basket, ministre d'État, etc., parce que les femmes savent le faire. Mais vous imaginez bien, sur 100 femmes qui auraient dû y arriver, mais vous n'en avez que 30. Donc c'est juste pour dire que cette dynamique-là est en train de changer, et elle va changer. Et vous avez dit également premier neurochirurgien premier, mais c'est parce que, et pendant longtemps d'ailleurs, dire à une femme qui vient dire moi je veux faire chirurgien, on vous rit au nez, en disant que faites-vous diantre dans ce métier qui est éminemment masculin? Comment se fait-il que vous acceptiez de faire un travail où on vous réveille la nuit pour opérer 2 ou 3 fois, alors que votre rôle de femme et de mère, c'est avant tout d'allaiter votre enfant et de vous occuper de la famille? C'est ces contraintes-là qui ont fait que les choses se sont mises en place avec retard. Mais Dieu merci, encore une fois, entre le moment où on dit la première femme médecin, c'était il y a quelques petites décennies, et maintenant où on est juste en train de se demander à quand on fera une vraie parité, pour ne pas dire inverser les choses, je pense que pour moi la dynamique est enclenchée, et avec des pionnières et des modèles, et l'évolution de la société, je ne doute pas que cette question-là va bientôt être derrière nous. Merci, professeur. Une autre intervention? D'abord, merci pour le travail que vous avez fait. Je suis professionnelle de l'information. Donc la question des archives m'intéresse au plus haut niveau. Ma question, qu'est-ce qui est fait actuellement pour préserver l'existant? Parce que la question des archives, là on parle de santé, mais cette question est valable aussi pour les autres secteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un travail qui est fait de consignation pour pouvoir préserver ce qui existe, les données qui existent, pour pouvoir, dans 100 ans, 150 ans, pouvoir les utiliser correctement? Deuxième question, pourquoi? Parce que moi, quand j'ai vu le titre, vous avez parlé de pionnière de la santé. Pourquoi avoir pris parti de ne consigner que le secteur formel uniquement? Je prends l'exemple, à Saint-Louis, mais ma grand-mère me disait que ce qui était dans le secteur formel, elle faisait appel énormément à des femmes qui utilisaient justement, comment dire, les plantes et tout, pour pouvoir les aider. Là, vous avez parlé des universitaires. Pourquoi vous n'avez pas annexé certaines femmes qui étaient là pour aider justement ces pionnières? Merci. Je disais, pour ce qui concerne les archives, un effort est en train d'être fait. Il y a un service d'archives qui est créé au niveau de la faculté de médecine. On leur a donné un grand compartiment. Un monsieur archiviste est nommé, qui s'occupe des archives. Il nous a beaucoup aidés. Mais malheureusement, vous avez entendu ce qui s'est passé dans notre faculté avec des archives, une partie des archives qui a été brûlée par ceux qui en ont besoin. Et c'est pour ça qu'il faudrait, parce qu'il est, quand on a travaillé avec eux sur l'ordre de diplomation des femmes, effectivement, il était en pleine numérisation de ces archives. Alors, on a un monsieur et il travaille avec les archives nationales, hein, parce qu'on a besoin aussi de remonter nos archives au niveau des archives. Ça aussi, je l'ai appris
comme vous, au moment où on préparait notre centenaire. On a travaillé avec la directrice des Archives nationales, exactement, une dame encore formidable qui veut faire beaucoup de choses et qui veut capter et coopter tous nos archives. Et il y a une bonne partie de nos archives, le postcard, je pense qu'on parlait, qui, comme les archives de l'Afrique, qui sont en France. La dernière fois, j'ai parlé avec le professeur Moore. Donc, nous avons beaucoup de projets avec le professeur Khan et le professeur Moore pour continuer dans l'histoire. Et il m'a dit qu'il a énormément, là, et ça fait pas longtemps il a voyagé, il y a énormément de nos archives qui sont en France et qu'il va falloir soit on les numérise pour les amener, mais il faut une autorisation particulière, etc. Il y a toute une procédure à faire, mais il faudra qu'on rapatrie une partie de nos archives. Donc, pour les archives, il y a aussi, comme vous dites, un combat à mener, comme un combat pour valoriser les femmes. Et la partie informelle, c'est effectivement, parmi les pionnières, avant ces fameuses sages-femmes, il y avait les matrones, et vous avez parfaitement raison, qu'il faut qu'ils réglaient les problèmes de nos dames sur le plan obstétrical. Et ces matrones-là, c'est justement le colonisateur, quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait ce système qui existait. Donc on formait les femmes, au début, les premiers hôpitaux coloniaux étaient à Saint-Louis. Donc on les formait, on amenait les matrones, les infirmières, on les formait à l'asepsie et tout cela, et surtout, effectivement, elles ont participé au développement aussi des systèmes de santé. Ça fait partie des idées et il faudrait peut-être les inclure quelque part dans l'histoire de nos pionnières. Mais dire qu'il n'y avait rien avant, c'est pas vrai. On est resté dans le système formel, universitaire, école, etc. Mais au-delà, il y avait nos matrones qui sont à la base de ces fameuses sages-femmes de 1918. Je voulais insister un peu sur la question des archives. Je pense que nous avons réellement une grande responsabilité, notamment de nos archives depuis les indépendances. Autrement dit, si vous essayez, c'est ce que j'ai essayé de faire moi, pour raconter l'histoire centenaire de la faculté de médecine. Tout ce qui s'est passé avant la colonisation, ça a été, on va dire, relativement simple. J'ai fait ma bibliographie, j'ai interrogé quelques personnes et j'ai pu avoir les documents qu'il fallait. De 1960 à aujourd'hui, je peux vous dire que si nous ne faisons pas attention, nous nous retrouverons en étant un pays sans mémoire. Je peux vous dire que de 1960 à aujourd'hui, et quand j'insiste moi pour dire que ce livre de Hawa et Fatimata est unique, je ne suis pas en train de donner des choses juste par complaisance. Ces éléments-là sont uniques parce que vous ne les trouverez nulle part. Moi, j'ai fait les archives nationales avec la directrice qui est une personne formidable. Lorsqu'on vous donnera le dossier de n'importe quelle structure, l'hôpital FAN, l'hôpital général d'Idriss Pouye, vous allez avoir un paquet, on va dire, de 10 000 pages. Même quand vous aurez fini de tout compulser, vous ne pouvez pas écrire plus d'une page et demie. Parce que notre histoire et nos archives sont en tenue. Ce que Hawa et Fatoumata ont raconté, il a fallu faire du recoupement de la bibliographie, mais surtout, aller interroger la mémoire, et notamment des personnes vivantes. Et donc, si ça, nous ne le consignons pas aujourd'hui, on ne l'informatise pas, on le met quelque part, je vous assure qu'on aura perdu la mémoire. Et ça, je pense justement que c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Notre histoire de 1960 à aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la faculté de médecine, est une histoire éparse, qui n'est pas fixée, alors que la colonisation a clairement fixé les choses. L'histoire de l'hôpital de Dantec, de l'hôpital colonial principal et de tout ce qui s'est passé avant, c'est clair, c'est écrit. L'hôpital FAN, l'hôpital Idriss Pouye, ou les personnalités qui ont animé la faculté de médecine de 1960 à aujourd'hui, je peux vous dire que si vous ne prêtez pas attention, vous allez perdre cette mémoire. Et donc, pour finir, et justement sur ce que vous dites, je pense que c'est un travail qui ne doit pas s'arrêter. Hawa, Fatoumata ont posé des jalons. On sait que c'est un travail qui n'est jamais fini. Il y a d'autres axes qui doivent être pris en compte, que d'autres personnes s'y investissent, et je pense que si on fait ce travail-là sous des angles différents, en complétant ce qui a été fait jusqu'ici, je pense qu'on va avoir effectivement ce travail très important, et bien entendu, encore une fois, en gardant en mémoire que nous devons absolument avoir des archives et sauvegarder cette mémoire, sinon on les aura perdues. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit rattrapable si on y prête garde. Professeur, si vous permettez mieux, que je discutais avec professeur Bernard Diol,
de l'université, il me disait que, en fait, combien de Sénégalais ont soutenu au Sénégal leur thèse? Les thèses sont où? Je pense que si on veut préserver ces archives-là, si on veut préserver cette mémoire, il faut commencer déjà à répertorier ces thèses-là, essayer de les amener au Sénégal, de les mettre quelque part pour que les Sénégalais puissent en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément, mais des centaines et des centaines de thèses soutenues par des Sénégalais qui sont revenus ou qui ne sont pas revenus, et que ces thèses-là, on n'arrive pas à les avoir. Et pour moi, c'est dommage. Je pense qu'il y a ce travail-là qui est là. Et le travail de numérisation aussi, il faut insister là-dessus. Aujourd'hui, moi, quand je vois, avant-hier, on dit le palais de justice a brûlé. Qu'est-ce qui a été fait au palais de justice? Aujourd'hui, si vous demandez, c'est sûr que rien n'a été informatisé. Et c'est dommage, parce que les logiciels d'archivage sont là et c'est des logiciels libres. Je pense qu'au moment d'investir dans les hôpitaux aussi, la première chose à faire, c'est de penser à ce service d'archives-là, ne serait-ce que pour faciliter les soins, pour faciliter les données des malades, etc. Donc, moi, quand je parle de ça, c'est la professionnelle qui parle. On sent l'archiviste. Voilà, je ne suis pas archiviste, mais quand même, voilà. Merci beaucoup. Donc, merci, Elsie Nogay. C'est la responsable de la médiathèque. Ok, d'accord. Alors. Une autre intervention, une question. Alors, bonjour. Je tenais à remercier le professeur Awa Oumar Touré ainsi que le professeur Fatima Tali, car avec ce livre, ça nous permet, nous, en tant que femmes médecins, de femmes étudiantes, d'avoir une source de motivation, de voir toutes ces femmes, ces pionnières qui, malgré le fait qu'il y avait la pression sociale, toutes les choses qu'elles ont à faire, ont décidé d'aller de l'avant, d'aller vers la carrière universitaire. Je tiens aussi à remercier le professeur Abdoulkan. Le premier livre que j'ai lu par la médecine, c'était La vie sur un fil. Mon père qui avait décidé de me dissuader de faire médecine, il m'avait offert le livre et m'a dit « Tu vois ce qui se passe à l'hôpital, tu ne peux pas être médecin ». Et aujourd'hui, c'est lui qui m'a offert le livre et qui m'a dit « Lis-le, ça va te permettre d'être encore plus motivé pour tes études ». Donc ça a été un vrai... Comme il a donné, réellement, je vais le dire, j'ai pleuré parce qu'il ne voulait pas que je fasse médecine. Et qu'aujourd'hui, avec le livre du professeur Fatima Tali et du professeur Awa Oumar Touré, de me dire « Vas-y, lis-le, tu vas être beaucoup plus motivé à apprendre ». Ça fait plaisir. Et ce livre aussi pose des jalons qui sont là pour dire aux gens, avant il y avait des femmes médecins, aujourd'hui on en aura toujours. Mais ce qui m'attriste quand j'ai lu le livre, c'est de voir la différence entre les professeurs titulaires, hommes et femmes. 210 pour les hommes, 65 pour les femmes. J'étais vraiment complètement... Et hier, en relisant le livre pour préparer la rencontre d'aujourd'hui, je me suis dit quand même, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas assez de femmes qui sont dans cette carrière universitaire-là? Hier, c'était les journées des droits de la femme. On a eu à beaucoup parler de la condition de la femme médecin sur les réseaux sociaux. Du fait qu'aujourd'hui, la femme médecin qui est en spécialisation n'a pas de congé maternité. Elle est obligée de reprendre. Qui est malade, fait des fausses couches à l'hôpital. C'est vrai qu'on veut y aller, on veut y arriver, mais on ne nous aide pas. Il y a des décennies qui sont passées entre Marie-Thérèse Basse et nous. Et pour autant, on est confrontés au même problème. C'est peut-être vous demandez beaucoup. Vous êtes un peu plus haut que nous. Vous êtes responsable, vous êtes dans les départements à la faculté. Mais ça peut nous aider s'il y a encore un peu plus de... Comment dire, de décisions prises, d'accompagnement pour que nous aussi on puisse arriver. Et qu'il n'y ait plus 100 qui puissent arriver, que 30 qui arrivent, mais plutôt 95 ou 100 femmes qui arrivent là où elles doivent arriver. Merci beaucoup. Je voudrais aussi rebondir là-dessus et dire, par exemple, c'est encore plus dur pour vous que ça a été pour Fatou Dia, pour Marie-Thérèse Basse et tout cela. C'est encore plus dur. Parce que vous travaillez en même temps que vos mamans travaillent. Quand Marie-Thérèse Basse a eu ses enfants chaque année, elle avait ses parents pour l'aider. Moi, j'avais mes parents pour m'aider. Mais vous travaillez en même temps que nous travaillons.
et on ne vous donne pas assez de temps pour vous aider à vous occuper de vos foyers et de vos enfants. Donc c'est encore plus dur pour vous. Mais ne baissez pas les bras, comme l'a dit Fatimata et moi. C'est encore un challenge de plus. Et qu'est-ce qu'elles n'ont pas endurci comme challenge? Le fait de faire un enfant chaque année, vous avez vu dès là-bas, elle a été obligée d'envoyer ses enfants au Sénégal pour pouvoir continuer en France avec son mari. Quand son mari a terminé, il a dit on rentre. Elle n'avait pas fini sa spécialisation. Elle a sacrifié sa spécialisation pour rentrer à Aiglemont. C'était pas facile aussi pour elle, mais ils avaient aussi les parents derrière. Nous travaillons et nous avons des enfants qui font des enfants et nous ne serons pas assez présentes. Mais ne vous en faites pas, c'est notre combat aussi et nos frustrations dans nos départements. Quand nous faisons nos délibérations, qu'on nous dise que telle fille n'est pas venue parce qu'elle a accouché le jour de l'examen, on essaie de voir comment l'attirer vers elle. Les hommes qui font la majorité de nos délibérations nous disent c'est sa malchance. Hein? Et voilà, c'est un combat aussi que nous menons à notre niveau pour essayer de vous tirer. Je vous assure qu'il y a beaucoup de dames qui, le lendemain de leur accouchement, se sentent obligées de venir faire l'examen. Et je vous assure, il y a une fille, je lui aurais demandé de ne pas la faire doubler pour ça. Ils ont dit non. Non. Et elle va reprendre parce qu'elle a raté les jours de ses examens parce qu'elle était allée donner une autre vie. C'est des petits combats de fourmis qu'il faudra qu'on fasse, nous tous, pour y arriver. Les droits, malheureusement, nous devons les arracher. Non, alors, quand je disais c'est un précis de sociologie, ben, c'est tout cela que ça veut dire. C'est-à-dire, voilà le chemin parcouru, mais voilà vers où on doit aller. Alors, pour nous inquiéter encore davantage, je crois que quand on disait avant, vous voulez être sage-femme, vous ne pouvez pas vous marier, et encore moins avoir des grossesses, je peux vous dire que ce n'est pas de la vieille histoire. Aujourd'hui encore, dans certaines spécialités, on se demande, on le dit maintenant avec un peu plus de pudeur, mais moi, interne ou même agrégé encore, je voyais des services où il était quasi interdit. Enfin, ce n'était pas écrit comme ça, mais vous avez une femme enceinte, c'était quasi votre spécialité qui va être arrêtée. Mais je pense que ces choses vont évoluer, et c'est pour cette raison que discuter autour de ce genre d'ouvrage, moi je suis médecin, mais je suis maintenant convaincu, et depuis très longtemps, les arts et les lettres, c'est ça les promoteurs qui vont nous permettre de changer de paradigme. Et je suis convaincu qu'en discutant de ça, en remenant les choses à leur dimension qui est la dimension humaine, et poser la place de la femme dans nos sociétés, et savoir où on est et quel rôle elle doit jouer, et comprendre que, mais justement on n'est plus dans le dogme qu'un congé de maternité doit durer tant, etc., mais aller au-delà pour accompagner de façon personnalisée des personnes, elles sont brillantes, elles sont sur un chemin pour arriver à un certain niveau, et on estime que nous devons nous endosser le fait que dans nos institutions, on doit faire la promotion de la femme, parce qu'en fait, elles sont militantes, encore une fois. Je l'ai dit, arriver au bac ou arriver à la fin du cursus médical, vous aurez plus de femmes. Et on doit quand même se poser la question de pourquoi après on se retrouve avec un ratio de 70%, 30%. C'est la faillite d'un projet collectif. Et je pense que si on réfléchit comme ça, en toute intelligence, et on comprend qu'il faut accompagner ces femmes-là, on devrait très rapidement, parce que ce n'est pas la question des capacités des femmes qui est en cause, c'est l'environnement qu'on met dessus. Et si on le faisait, je peux vous dire que dans 5-6 ans, c'est peut-être les hommes qui vont se bagarrer pour dire tiens, est-ce qu'on peut avoir un peu de place? Parce que, encore une fois, ce n'est pas pour les flatter. Si on met les choses telles qu'elles doivent être, vous allez vous rendre compte. Les femmes vont, on va dire, assez facilement réussir dans ce jeu. Merci. Merci, professeur. D'autres questions, d'autres contributions? Alors, pour résumer l'axe des questions, il y a un extrait du livre Si l'école africaine de médecine m'était comptée, qui est une citation de Florence Nightingale, qui est la première infirmière. Les réglementations pour les femmes sont en général établies par des hommes qui sont incapables de définir des réglementations adaptées aux femmes.
Je pense que ça résume toute la problématique des questions des droits qui sont élémentaires, se marier, avoir des enfants, avoir une vie sociale épanouie à côté. Alors, juste quelques dernières questions au professeur. Si vous deviez nous donner des pistes, des livres pour approfondir le sujet sur les femmes, quel livre est-ce que vous pouvez nous conseiller? Il y a Pascal Barthélémy qui nous a précédés. Il a beaucoup écrit sur l'histoire de la médecine et sur l'histoire des sages-femmes, des femmes intellectuelles. Elle a écrit sur les premières femmes qui sont allées vers les métiers. C'est les institutrices et les sages-femmes d'abord. Ensuite, Pascal Barthélémy a pas mal écrit sur l'histoire des femmes et de l'intelligentsia féminin en Afrique. Elle nous a beaucoup inspirés, elle est vivante, hein? Elle est là, elle peut répondre à vos questions. Professeur, vous avez une recommandation, un livre pour approfondir le sujet des femmes, l'histoire des femmes savantes au Sénégal? Ben, je ne connais que ce livre-là. Donc il faut absolument le lire. Mais vous l'avez dit, hein, non, j'ai essayé encore une fois. Et puis moi j'ai écrit, je me suis essayé. J'ai beaucoup lu Pascal Barthélémy et je vous incite vraiment à la lire parce que c'est vraiment elle qui a repris toute l'histoire. C'est pas quelqu'un qui, après avoir réfléchi longtemps, n'a pu produire que 2 pages qui peut vous dire autre chose que de lire un livre entier écrit par Fatoumata Eyawa. Encore une fois, c'est le livre qui vous permet de comprendre le cheminement qui a été fait. Et encore une fois, on sait qu'il y a sûrement des approfondissements, il y a sûrement d'autres problématiques qui peuvent être abordées, hein, comme vous dites, madame. Mais je pense que c'est un livre qui est, pour moi, encore une fois, unique en son genre pour nous dire quel chemin a été parcouru par les femmes dans les professions en santé. Professeur, je vais vous demander si vous voulez ajouter quelque chose en mot de la fin, peut-être. Encourager les jeunes filles qui sont là, qui malgré la charge étudiantine sont là et veulent faire voir autre chose que la simple médecine. Et le fait de voir l'histoire de ces femmes, je pense que vous revigore et vous pousse à croire en vous. C'est possible. Un mot pour la fin, professeur? Juste vous remercier, remercier l'audience et encore une fois féliciter Awa et Fatoumata pour cet ouvrage. Et surtout, j'étais content de voir que elles sont déjà très inspirantes pour la plupart des jeunes médecins ou étudiantes en médecine. Mais je pense qu'en lisant ces livres, vous comprendrez que vous avez votre place, vous avez un rôle à jouer. Et encore une fois, c'était le mot de la fin de ma postface. Le meilleur est à venir. Donc, il faut saisir cette opportunité-là. Inch'Allah, ça va se faire. Merci encore. Merci, professeur Awa Oumar et Abdou-Kane d'avoir répondu présent à l'appel à ce club qui est là depuis avril dernier. Et nous recevons parfois de tout horizon. Et merci à Nogueï aussi d'avoir accepté aussi rapidement et facilement de recevoir des professeurs qui écrivent sur un livre aussi important. Quand j'étais partie à la cérémonie de lancement, je suis venue directement ici et je suis allée directement vers elle. Je lui ai dit, il faut qu'on se procure ce livre. Elle m'a dit, nous l'avons déjà. Donc c'était une demande qui était là et il y avait aussi l'offre. Merci beaucoup à Nogueï. Merci à l'équipe technique et merci au charmant public d'avoir été là. Voilà.